Pourquoi ce webinaire? Tout simplement, ça fait longtemps que DLR a des questions de la part des entreprises, quelles qu'elles soient, distributeurs, réparateurs, loueurs, sur les modes de financement, les partenaires financiers autour de l'acquisition du matériel. Donc, ça fait sens de vous proposer ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est une intervention par un expert proche de DLR qui connaît bien vos métiers, ça c'est important. Xavier Rousseau-Noiret, qui se présentera lui-même, de CCLS, c'est une filiale de Crédit Mutuel CIC, Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Donc Xavier connaît bien vos métiers, travaille déjà avec certains d'entre nous, et entre cette demande que vous nous exprimez régulièrement et le fait que Xavier nous fait cette proposition en disant tiens, je peux vous proposer une intervention sur ces thèmes-là, ben voilà, on vous a proposé ça, donc on n'est pas tout à fait une trentaine aujourd'hui. Bienvenue. Pendant l'intervention, n'hésitez pas à intervenir, poser des questions, hein, pas de formalisme hein, entre nous. Et puis, on vous prévient que ce sera enregistré parce qu'après, on souhaite le mettre en Web TV DLR pour que ce soit à la disposition de tout un chacun. Voilà, j'en ai terminé, Xavier. À vous la parole. Et on est parti pour 40-45 minutes. Ça devrait nous amener aux alentours de midi. Merci pour votre présence et merci pour votre intervention, Xavier. Ok, donc bonjour à toutes et tous. Je suis Xavier Rousseau-Noiret, enfin Xavier Rousseau hein, pour les intimes. Je suis responsable du marketing opérationnel chez CCLS. Oui, je connais un certain nombre d'entre vous et je connais un peu le marché parce que précédemment, pendant quelques années, j'étais directeur régional chez CCLS pour encadrer des commerciaux qui travaillent avec ce qu'on appelle chez nous des partenaires, des distributeurs, des constructeurs, des concessionnaires de marques et plus spécifiquement sur l'activité BTP et manutention et transport. Donc CCLS, c'est une filiale du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, donc qui regroupe la majeure partie des fédérations du Crédit Mutuel et CIC. Notre métier, c'est quoi? C'est le financement, c'est le leasing, c'est le financement de matériel professionnel. Voilà, on fait du transport, on fait du BTP, de la manutention, on fait aussi beaucoup de bureautique et de travailler exclusivement ou quasi exclusivement avec des partenaires. Donc, on va voir des partenaires comme vous et on leur propose de travailler ensemble pour financer les ventes, financer la vente des matériels. Je ne suis pas là pour faire la promotion de CCLS, évidemment, je suis là pour vous donner un éclairage sur l'intérêt du financement et de travailler avec les partenaires financiers. Alors, ce qui a attiré mon attention en introduction, on passe une année extrêmement particulière, difficile, compliquée. On a eu un premier confinement, on en a un deuxième, avec une visibilité qui est à très court terme. Quand on parle de prévision, quand on parle de ce qu'on va faire dans les mois qui viennent, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. J'imagine que c'est compliqué pour vous aussi. Et mon attention a été attirée par deux communiqués de presse d'Hervé sur la location, je les ai projetés hein, sur la réponse économique sur la sortie de la crise, l'usage des matériels et sur un article concernant la distribution de matériel de BTP et de manutention. Et je me suis dit que je pourrais peut-être effectivement vous donner un éclairage et vous dire quel est l'intérêt ou quel serait l'intérêt pour vous de travailler, si vous ne le faites pas encore, de travailler avec un partenaire financier. Donc oui, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez une question, si je ne suis pas très clair. Ça rendra effectivement les choses un peu plus vivantes et un peu plus interactives. Alors, j'ai envie de vous provoquer un petit peu et vous dire que vous le vouliez ou non, que vous vous y intéressiez ou pas, votre client finance son matériel. L'époque de l'autofinancement que j'ai connue au début de ma carrière a quand même bien disparu. Alors, je vous propose comme sommaire, donc l'introduction, je viens de la faire, rapidement un état du marché du leasing, qui est présent, quels sont ses acteurs, les différents types de financement ensuite. Alors, c'est vraiment le cœur de la réunion, c'est pourquoi faire du financement un des axes de votre stratégie commerciale, comment choisir son partenaire financier, parce que encore, il faut choisir le bon, les avantages éventuellement pour votre client et quelles sont les phases suivantes, qu'est-ce qu'on imagine sur le marché du leasing ensuite. Et je répondrai alors, soit en cours de réunion ou à la fin à toutes vos questions. Alors, le marché du leasing, il y a tout un tas d'acteurs. Il y en a trois principaux. Il y a les banques, il y a les captifs de financement et les leasers.
Donc les banques, hein, on sait tout ce que c'est. Ils sont présents sur le marché du leasing, évidemment. Mais on a un deuxième acteur qui sont les captives, qui sont une filiale du constructeur ou qui sont des sociétés montées en joint venture avec le constructeur, entre un constructeur et un groupe financier et une société financière. Alors, sur le marché du BTP et de la manutention, la quasi-totalité des constructeurs ont des captives. Kubota Finance, Fenwick Lease, des acteurs qui sont là depuis très longtemps et qui sont présents aux côtés des constructeurs. Donc, soit sous forme de filiale, soit sous forme de joint venture. Et à côté, il y a quand même des constructeurs qui n'ont pas de captif de financement parce qu'ils ne souhaitent simplement pas le faire et qui développent une offre de financement et qui développent des accords avec des leasers dont on fait partie. Alors, les leasers, c'est qui CCLS est un leaser. Ce sont aujourd'hui, je crois, pour la quasi-totalité. Oui. Faudrait couper ceux qui n'ont pas besoin de poser une question, il faudrait couper les micros parce qu'il y a des interférences qui se font. Merci. Donc, je reprends, n'hésitez pas à m'interrompre. Hein. Ce sont donc des filiales de groupes bancaires. En France, c'est, je crois, la quasi-exclusivité toutes les sociétés financières, tous les leasers sont des filiales de groupes bancaires. CCLS pour le Crédit Mutuel, BNP Paribas Lease Group pour le groupe BNP, l'XBuy pour le Crédit Agricole, l'Ocam aussi, qui est une filiale du Crédit Agricole. Et elles travaillent quasi toutes sur le modèle de la prescription. Elles ne travaillent pas ou peu en client direct. Elles vont voir des distributeurs, des concessionnaires, et leur proposent de travailler ensemble pour financer leurs ventes. Alors, quels sont les différents types de financement? Je vais avancer assez vite là-dessus. Il y en a 3 principaux. Alors, avant ça, je vais refaire un point parce qu'on entend il y a beaucoup de vocabulaire, beaucoup de mots qui sont utilisés pour essayer d'un petit peu de les redéfinir. Le mot essentiel dont on parle souvent, c'est leasing. Le leasing, c'est quoi? Le leasing, c'est du crédit bail, la location financière. Ce sont des formules locatives. Donc, on entend parler de ça assez souvent. Quand on parle aussi, on entend parler de buyback, de VR, d'option d'achat. La VR, l'option d'achat, c'est la même chose. La VR, c'est la valeur résiduelle. Le buyback, souvent, c'est une valeur résiduelle. Alors, c'est assimilé à une valeur résiduelle élevée sur laquelle le fournisseur s'est engagé à la reprise de ce matériel, à la valeur donc de la valeur résiduelle. On parle beaucoup de LLD. Alors, la LLD, c'est de la location longue durée. C'est beaucoup assimilé à ce qu'on connaît dans la location de voitures, à la gestion de parc de voitures. Un loueur va vous proposer de financer votre parc automobile et d'y associer un certain nombre de services. Les pneumatiques, la carte essence, la carte péage et l'entretien. Ensuite, on parle de crédit bail, location financière. Ce sont les produits les plus employés sur le marché du financement en BTP et en manutention. Alors, je vais y revenir, mais c'est pas très compliqué. Le crédit bail, c'est une location avec une option d'achat sur lequel est mentionné le prix de vente. La location financière, c'est la même chose, sauf qu'on supprime le prix de vente et l'option d'achat. Il n'y a pas d'offre de rachat au client. Vous entendez aussi parler de LOA. Alors, la LOA, c'est un espèce de produit qui a été créé il y a une vingtaine d'années dans le métier du professionnel, hein, j'entends, qui est comme du crédit bail. Donc, il y a un loyer, il y a une option d'achat, mais il n'est pas mentionné le prix de vente. Et puis, vous avez un produit qui vient direct des États-Unis il y a quelques années, qui s'appelle la location opérationnelle. Aux États-Unis, c'est l'operating lease, qui est en fait une location financière assez particulière, puisque au terme d'une location financière, le client n'a d'autre choix que soit prolonger la location, faire de la relocation, soit restituer le matériel. En location opérationnelle, on est souvent sur une valeur de rachat élevée qui est portée par le leaser ou par le banquier, de temps en temps qui peut être assorti d'un engagement de rachat pour le garantir sur cette valeur de rachat. Mais le client a le choix entre 3 possibilités. Soit il restitue le matériel, soit il le reloue, il part en relocation, soit il a l'option de le racheter à la valeur marché. Le client ne connaît pas l'option d'achat qui est portée dans le dossier, mais il peut se porter acquéreur du matériel. Et à ce moment-là, c'est une négociation qui s'engage avec le client pour le rachat du matériel à la valeur marché, je dirais en gros, si on doit résumer, à la cote Argus. Alors, les différents produits, il y en a 3 principaux. Il y a le crédit,
Bon, le crédit, c'est un prêt d'argent. Le client achète son matériel, il en est propriétaire et il le finance par crédit sur le montant sur le montant du hors-taxe. Bon, bah, la durée ensuite 24, 84 mois, ça peut être même beaucoup plus long, hein, sur du crédit, je pense du crédit immobilier. Mais il en est propriétaire et il fait un prêt de trésorerie. Dès qu'on passe sur de la formule locative, on a un premier niveau qui est le crédit bail. Donc le crédit bail, c'est une location avec option d'achat, comme une LOA. Donc il mentionne, je le rappelle, le prix de vente, le loyer et une option d'achat. Donc là, on ne parle plus de financement hors taxe, mais on finance bien le 100% du TTC. Pourquoi? Parce que c'est nous qui faisons l'acquisition du matériel. Donc, on vous règle le matériel TTC et ensuite, on refacture des loyers aux clients avec la TVA, tout simplement. Là, c'est pareil. La durée, alors c'est 36 mois minimum pour respecter les règles d'amortissement comptable. 36, ça peut aller généralement, ça va jusqu'à 84 mois, avec 2 options au terme, soit la restitution du matériel, mais ce n'est pas la finalité du crédit bail. Le crédit bail, il y a une notion de propriété au terme. Donc, il y a une valeur de rachat, une valeur résiduelle qui est généralement faible et qui permet au client de racheter son équipement. Et ensuite, la location financière. La location financière, comme je l'ai dit, c'est un loyer aussi, sauf qu'il ne mentionne ni prix de vente, ni valeur de rachat. On est sur un produit purement locatif. C'est pareil, là, on finance le 100% du TTC et on facture aux clients des loyers TTC, récupère leur TVA au fur et à mesure de la facturation des loyers. Donc, au terme du contrat, comme je l'ai dit, 2 options. Soit le client restitue le matériel. Alors, dans la plupart des cas, pour faire une aparté, quand on travaille avec des partenaires, on travaille sur la base d'une convention de coopération. La base de cette convention de coopération oblige le bailleur, et c'est la logique de la chose, puisqu'on va parler un peu plus tard de protection de parc, le matériel est restitué au fournisseur d'origine, donc à notre partenaire. Il peut bien sûr opter aussi, si le client le souhaite, pour la poursuite de la location. C'est une location, je dirais une relocation tacite annuelle. Généralement, c'est comme ça que c'est stipulé sur les contrats. Donc, bon, là, un tableau qui est un petit peu technique, mais qui permet surtout de mettre en avant le fait que de différencier le crédit des formules locatives et surtout sur les impacts comptables. Sur le crédit, donc c'est une immobilisation, il y a un amortissement qui se fait de façon linéaire, pro rata temporis, avec des charges qui sont les frais financiers. Dès qu'on passe sur du crédit bail ou la location financière, les loyers sont des charges. Alors en crédit bail, il y a quand même une notion qui est mentionnée dans l'annexe 11 de mémoire, qui reprend la somme des loyers restants dus. Il n'y a pas d'inscription en location financière. La différence entre les deux, mais ça vous le savez, c'est surtout l'intérêt de temps en temps de pouvoir passer des charges, que ce soit en crédit bail ou en location financière, un petit peu plus importantes, de faire ce qu'on appelle, alors retenez pas l'expression, mais c'est un petit peu ça, des schémas financiers fiscaux, c'est ce qu'on appelle ça comme ça dans la profession, de temps en temps passer des loyers majorés, que ce soit en crédit bail ou en location financière, ce qui n'est pas possible, évidemment, en crédit. Alors ça, beaucoup plus intéressant, ce sont les impacts. Les impacts, donc l'autofinancement, je l'ai exclu tout de suite d'emblée, mais c'est vrai que ça immobilise de la trésorerie, c'est pas forcément. On estime que c'est pas forcément, et c'est pas l'avis des banquiers, mais c'est l'avis de comptables, d'experts comptables. Le financement permet de préserver sa trésorerie. Le financement, notamment location financière, permet de garder sa capacité d'emprunt. Les leasers sont aussi un moyen de diversifier ses sources de financement. J'y reviendrai. C'est un loyer packagé qui inclut bien sûr la TVA. On peut y associer le prélèvement de produits annexes. On peut y associer notamment le prélèvement de la maintenance. Tous les bailleurs font ce qu'on appelle du prélèvement pour compte, c'est-à-dire qu'on prélève pour votre compte la maintenance et on vous la reverse. On peut bien sûr y associer des assurances, que ce soit des assurances sur la personne ou des assurances sur le bien, des assurances tout risque, des assurances pertes financières. Voilà, ça permet, je dirais, une plus grande flexibilité sur le financement. Alors, le cœur de mon intervention, il est là. C'est pourquoi faire du financement un des axes stratégiques de votre stratégie commerciale.
Je reviens sur cette phrase. Que vous le voulez ou non, que vous vous intéressiez ou pas, votre client, au final, il finance son matériel. Mais j'y ajouterai une deuxième chose, parce qu'elle ne suffit pas celle-là. C'est que le financement, c'est un accélérateur des ventes. Et ça doit être une source de marge. J'ai toujours été content que mes partenaires m'apprécient et me fassent faire du business, mais c'est loin de suffire. Quand on travaille avec un bailleur, on en tire un certain nombre d'avantages. J'en ai listé un certain nombre. Le premier, c'est une offre packagée. C'est-à-dire que quand on fait du financement, quand on fait du crédit bail, mais encore plus de l'allocation financière, la négociation est une négociation packagée. On vend un matériel, mais on parle à côté d'un loyer, on parle d'une charge mensuelle, on parle de budget client. Donc ça, c'est le premier point. Le délai de paiement, qui est extrêmement important. Je le dis souvent, je le disais souvent à mes partenaires, notre premier client, c'est le distributeur. Alors, on ne maltraite pas le client final, évidemment, c'est votre client. Mais vous êtes notre premier client par rapport à des banques où leur premier client, c'est leur client, c'est le client final. Nous, c'est le partenaire. Donc, il est extrêmement important qu'on puisse vous régler très rapidement. Le troisième point, c'est le développement des ventes. Alors, comme je l'ai dit, j'étais très content que mes partenaires me fassent travailler parce qu'ils m'aimaient bien, mais c'est loin de suffire. Et qu'aujourd'hui, c'est vraiment un levier, c'est vraiment un outil. Alors, on peut en discuter, approfondir la discussion. Il y a des solutions de schémas financiers particuliers. On peut faire des opérations sur des produits financiers, du crédit bail à VR forte ou de la location financière à VR forte. On peut parler de participation financière. On peut parler d'un certain nombre de choses, de loyers dégressifs, sur certains marchés de schémas financiers saisonniers. Tout ça est possible, mais ça doit être, et ça ne peut pas être autre chose qu'un levier pour vos ventes. Quatrième point, la protection de parc. Alors, quand on fait du crédit bail, il faut être clair, le client a une option d'achat. Donc, on n'est pas vraiment dans la protection de parc. Mais quand même, quand vous travaillez avec un leaser, le leaser ne finance pas un client pris au hasard, qu'il finance dans ses livres, avec le nom exclusif du client. Le partenaire, on crée avec le partenaire un protocole qui abrite son parc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, voilà, si on intervient en cours de contrat et qu'il faut renouveler le matériel, vous bénéficiez, c'est ce qui se passe chez la plupart des bailleurs, vous bénéficiez en tant que fournisseur, en tant que partenaire, d'un décompte préférentiel en cas de renouvellement. Vous bénéficiez et vous devez bénéficier aussi de la vision du parc que vous avez financé et de toutes les données de ce parc. Quand est-ce que ça a commencé? Quand est-ce que ça a fini? Enfin voilà, pour que vous puissiez, vous derrière, travailler ce parc, vous devez avoir toutes ces données. Dernière chose qui est extrêmement importante, et là c'est souvent une question de personne, c'est une question d'homme ou de femme. Vous avez une force de vente qui est souvent spécialisée, c'est-à-dire qu'un commercial chez un leaser, il ne fait pas de la bureautique et du BTP et du transport. Souvent, il est spécialisé sur le transport, le BTP, sur la bureautique. Enfin, il est au cœur de votre marché. En tout cas, c'est ce qui se passe chez nous. Il est dans votre marché et il ne s'adresse pas à l'intégralité des marchés qu'on adresse. Il est souvent aussi présent sur place avec un réseau d'agences parce que quand on finance, pour vous donner un peu d'éclairage, quand on finance du photocopieur, on peut se passer de ne pas être à côté de notre partenaire. Pourquoi? Parce que le marché du copieur a intégré parfaitement depuis très longtemps la location financière et qu'aujourd'hui, quand vous achetez un copieur, vous n'achetez pas un prix de vente. Vous n'achetez pas un copieur, vous payez 15 000 euros. Vous achetez un loyer. Donc aujourd'hui, la force de vente de la bureautique est parfaitement aguerrie pour aller vendre des contrats de financement. En revanche, quand on travaille, par exemple, sur le secteur du BTP, il est très important que vous ayez des commerciaux chez les leasers qui accompagnent vos propres commerciaux chez les clients, qui prennent en charge les dossiers, qui sont capables de les monter, qui récupèrent les éléments auprès du client pour pouvoir monter leur dossier, le faire accepter et ensuite le régler. Alors, l'accompagnement et l'animation de vos équipes commerciales, ce n'est pas exhaustif, mais c'est un petit peu tout ça. C'est pas juste… j'appelle ça, pour vous faire rigoler, j'appelle ça la réunion machine à café. Alors, les commerciaux le font tous, évidemment, c'est le job. C'est-à-dire qu'on va chez notre partenaire, on prend un café avec le vendeur, et puis on lui dit, tiens, tu n'as pas une affaire à me filer? Bon, ça, c'est le boulot, je dirais, au quotidien. C'est ce qui se fait normal, c'est la relation humaine.
C'est ce qui fait aussi l'avantage d'un commercial. Chez nous, on dit souvent, moi je dis souvent, un commercial chez nous, quand il n'a pas signé son client, au moins il l'a égorgé. Voilà, ça, ils savent faire. Ensuite, il y a un deuxième niveau qu'ils doivent savoir faire et qu'ils savent pour la plupart faire. C'est pouvoir intervenir en réunion de vendeurs, pouvoir aussi former les vendeurs. Parce que moi, j'estime en tout cas que vous êtes sur des métiers qui sont extrêmement techniques. Vous vendez des matériels qui sont très techniques. Le financement à côté, c'est d'une simplicité biblique. Mais encore faut-il l'expliquer. Ça nécessite aussi des revues de portefeuille. De temps en temps, il est bon avec un commercial de dire, tiens, j'ai accepté tel dossier, où est-ce que tu en es, comment on peut faire, est-ce que je peux t'accompagner, est-ce que je peux en contact avec le client. L'accompagnement clientèle, il est essentiel. On n'est pas là, enfin, les bailleurs ne sont pas là, et particulièrement, j'y reviens, sur les marchés du BTP ou de la manutention. Encore, la manutention, c'est un marché très locatif, mais sur ces marchés-là, d'accompagner vos commerciaux en clientèle. C'est essentiel, ou même d'y aller seul. On nous demande beaucoup, et vous avez raison de le demander, qu'on soit autonome sur le montage des dossiers. On n'est pas là pour vous dire, bah, écoute, ton dossier, il est super, mais si tu me récupères le bilan, l'état des engagements, j'aimerais avoir un état aussi de l'actionnariat. Non, ça, c'est pas votre job. Ça, c'est le job de notre commercial. Point suivant, des opérations conjointes. Bah, ça peut se faire avec des barèmes pour monter des opérations particulières. Un partenaire peut intervenir, par exemple, si vous avez une journée porte ouverte, si vous avez une opération de déstockage. Enfin, je dirais que tout ça peut se mettre en place. Un extranet, le mot, il n'est pas très sexy. Un extranet, c'est quoi? Ça permet aux commerciaux de saisir des demandes et d'obtenir des décisions automatiques. Ça ne sert pas qu'à ça. Ça sert aussi à suivre les paiements. Ça sert à suivre votre parc. Enfin, l'extranet, il doit vous donner la visibilité maximum sur le business que vous faites avec votre bailleur. C'est essentiel. La plupart des bailleurs ont des extranets. Et quand je parle de décision automatique, je ne parle pas d'avis favorable. L'avis favorable dans le vocabulaire bancaire, ça n'existe pas. La plupart des bailleurs, quand ils vous donnent un accord, ils vous donnent un accord. Sur l'extranet CCLS, si vous obtenez un accord, vous nous facturez le matériel, vous nous donnez le contrat signé, on vous paye le dossier. Et puis, très important aussi, des données. Parce que quand vous voulez intégrer le financement dans votre stratégie commerciale, il est important que le bailleur vous communique un certain nombre de données. De façon assez simple, c'est quoi mes taux d'acceptation? C'est quoi nos taux de conversion? Tout ça sont des données essentielles parce qu'elles permettent derrière de décliner la stratégie commune. Je prends un exemple. Demain, je viens vous voir, je dis tiens, c'est marrant, on a 30% d'acceptation. 30% d'acceptation, c'est pas bon. Hein. Donc, mais la question, c'est pas de constater que le 30% il est pas bon et que peut-être le bailleur il est pas bon, ce qui est peut-être possible. Mais c'est de rechercher ensemble, de savoir pourquoi c'est pas bon. Si le taux d'acceptation n'est pas bon, c'est donc qu'on a une soumission de dossier qui n'est pas bonne. Or, vous avez une qualité de clientèle qui est bonne puisque vous êtes là. Comment ça se passe entre nous? Quelle est la crainte des commerciaux? Comment ils abordent leurs clients d'un point de vue financement? Est-ce qu'on en parle suffisamment tôt? On encourage beaucoup nos clients et nos partenaires à dire ne nous interrogez pas au terme d'une négociation avec un client, parce que si je vous donne un refus, parce que le client il est en redressement judiciaire, il nous a laissé une ardoise l'année dernière, vous aurez passé du temps à négocier avec un client qui ne sera pas finançable. On incite nos partenaires à nous interroger dès que l'affaire est élevée. Un extranet, ça sert à ça. Saisir un dossier, dans la plupart des extranets des partenaires, des sociétés financières, c'est 1 minute 30. Hein. On ne demande pas de saisir l'adresse. Avec un sirène, un matériel, un montant, une durée, un produit financier, vous saisissez une demande et au moins vous avez une décision ou au moins vous pouvez recueillir l'avis de votre interlocuteur, le commercial en charge de votre suivi. Parce que de temps en temps, il y a des décisions, je sais pas, un dossier de 300 000 euros, un dossier de 300 000 euros, aucune machine ne décide encore automatiquement aujourd'hui. Mais le commercial, il connaît votre marché, le commercial, il connaît son job, il peut vous donner un avis, il peut vous donner un éclairage en disant, bon, c'est plutôt pas mal, de ce que j'ai, c'est plutôt bien, il faudrait que je récupère un certain nombre d'éléments et il peut vous accompagner. Mais il est extrêmement important, je reviens sur les 2 derniers points, l'extranet et les données sont des éléments importants. La transparence avec laquelle vous travaillez avec votre bailleur est extrêmement importante. En tout cas, c'est celle qu'il doit vous donner. Alors, comment choisir son partenaire financier?
Alors là, je vais être un peu provoquant, mais provoquant du côté des bailleurs. En fait, la question, c'est autrement dit, comment faire pour que ça fonctionne. Alors, on a tous vécu, enfin, moi, j'en ai vécu pas mal, parce que ça fait quand même quelques années, j'ai les cheveux blancs, je ne suis pas tout jeune, mais quelques années que je travaille dans le financement. Et j'ai entendu des fournisseurs me dire de temps en temps, ouais, t'es bien sympa, mais tu me refuses tout. Ouais. La plupart du temps, quand on est dans ce cadre-là, c'est que le financement n'est pas intégré à la stratégie de notre partenaire. Et là, mon partenaire, j'ai envie de lui dire, ouais, mais tu m'interroges que quand le client te demande. Et si tu m'interroges quand le client te demande, il y a de fortes chances que j'ai un taux de refus très élevé. Parce que le client qui te demande, souvent, c'est celui qui n'a pas de solution de financement. Ça ne veut pas dire qu'on ne finance pas, je ne parle pas que pour ces CLS, ça ne veut pas dire qu'on ne finance pas des clients qui sont moyens, qui ne sont pas très bons. On ne prend pas que la crème. Enfin, en tout cas, chez CCLS, on est aujourd'hui, on est adossé à un groupe, on est filiale d'un groupe qui est extrêmement solide, mais tous les bailleurs sont adossés à des groupes qui sont extrêmement solides. On le voit aujourd'hui plus particulièrement, on est dans une crise assez forte. Et pour avoir interrogé des partenaires à la sortie du premier confinement, leur premier souci, ça a été de dire, bon, vous êtes sympas les bailleurs, mais est-ce que vous allez continuer à nous accepter des dossiers? Et aujourd'hui, c'est le cas. C'est le cas. Globalement, aujourd'hui, il y a des dossiers qu'on refuse, comme tout le monde, et tout le monde refuse des dossiers. Mais globalement, on a été loin de fermer les vannes et on essaye d'accompagner nos partenaires. Mais pour que ça fonctionne, il faut que ce soit intégré. Et pour ça, il faut que ce soit, et l'image est assez flagrante, il faut que ce soit une source de chiffres, il faut que ce soit un accélérateur de business, il faut que ce soit une source de marge. Ça ne fonctionne pas sans ça. Le financement est un accélérateur. Quand on voit toutes les captives qu'ont créé les constructeurs, je n'ai pas besoin de le démontrer. C'est un service qu'on apporte à nos clients, c'est un service qu'on apporte conjointement, mais ça doit être aussi une source de marge. Ensuite, et là, c'est là que je vais être un peu provocateur vis-à-vis des bailleurs et vis-à-vis de nos propres commerciaux chez CCLS. J'y reviens, je l'ai déjà dit 2 fois, mais quand on interroge nos partenaires, on travaille sur 2 points. Le premier, c'est la préférence. Le deuxième, c'est la performance. Alors, la performance, c'est quoi? La performance, c'est juste, est-ce que mon partenaire, il est performant? Est-ce qu'il m'accède des dossiers? Est-ce qu'il me paye vite? Est-ce qu'il... Voilà. Quelle est sa performance professionnelle? Et ensuite, il y a la préférence. Et ça, c'est une relation de personne. Et ça, on ne l'enlèvera pas. Mais un bailleur, quand il vient vous voir, quand il vous démarche, et même au cours de la relation que vous avez avec lui, ce sont des questions qui doivent revenir sans cesse. Quelles sont vos attentes? Quels sont vos besoins? C'est quoi votre process de vente? C'est quoi les caractéristiques de vos vendeurs? C'est quoi votre marché? C'est qui vos clients? Parce qu'il n'y a pas de solution clé en main. Enfin, il n'y a pas une solution, pardon, il n'y a pas une solution globale. On ne peut pas tout appliquer à tout. Il est extrêmement important que les commerciaux des bailleurs rentrent dans cette logique de vous poser des questions, de vous connaître, de savoir comment vous fonctionnez, de savoir de quoi vous avez besoin. Enfin, il est inutile que je vienne tous les lundis matins chez vous si vous n'êtes pas là. On a besoin de savoir, bah tiens, on doit faire un point. Quand est-ce qu'on fait un point? Un point 1 fois par mois, 1 fois par semaine. Qu'est-ce que vous vendez comme matériel? C'est qui votre clientèle? Quand on adresse une clientèle de, je ne sais pas, si on parle par exemple de BTP, mais je déborde sur la manutention avec du chariot télescopique, qu'on aborde une clientèle de BTP ou qu'on aborde une clientèle agricole, la logique, ce n'est pas du tout la même. Mais ça encore faut-il que le bailleur qui vous pose cette question-là. Un bailleur qui ne vous pose pas ces questions-là, et il y en a plein d'autres, hein, ce n'est pas le bon bailleur. Il faut qu'il vous pose ces questions-là, il faut qu'il s'intéresse à vous parce que c'est là qu'il va comprendre de quoi vous avez besoin. Parce qu'on peut développer, et moi je peux vous faire l'article de tout ce qu'on sait faire, je vais y passer 2 heures, il n'y aura peut-être rien là-dedans qui vous conviendra. Et in fine, au terme de cette discussion, moi il m'est arrivé de dire à des partenaires, j'ai pas la solution. J'ai pas la solution pour vous. J'ai pas la solution pérenne. J'ai pas la solution systématique. Mais sans ce questionnaire-là, vous ne pourrez pas effectivement monter de stratégie commune. C'est extrêmement important. Alors, oui, c'est important de partager une stratégie et des objectifs communs.
il est très important qu'un bailleur puisse vous dire, bah voilà, et je reviens sur les chiffres, voilà quels sont nos taux d'acceptation, voilà quels sont nos taux de conversion, voilà ce qu'on fait comme volume ensemble, voilà quel est notre parc. Et derrière, que vous puissiez partager un certain nombre de choses et vous mettre d'accord, ne serait-ce que sur dire, bah, tiens, cette année, combien on va faire et comment on va le faire. Et comment on va le faire ensemble. Et l'intégrer effectivement systématiquement, intégrer le financement systématiquement. Quand on décide de faire du financement, il faut que ça devienne une figure imposée. Et ensuite, la question, c'est de trouver les bons réglages avec le bailleur pour savoir qui intervient où et à quel moment. Je reviens sur mon exemple du client. On a des partenaires qui ont de temps en temps des vendeurs qui maîtrisent extrêmement bien le financement. Donc, ils sont très autonomes et qui souhaitent être autonomes sur le financement. Pas de problème. En revanche, sur d'autres marchés ou vers d'autres vendeurs, il y en a qui sont moins à l'aise sur le sujet. Il y en a aussi qui ne souhaitent pas forcément rentrer dans la logique du financement et d'être le seul interlocuteur pour leurs clients. Ensuite, il y a aussi toute une partie qui est très importante, c'est-à-dire que là, je vous ai parlé de la façon dont on devait vous écouter et comprendre vos exigences, vos attentes, comment se fait votre business. C'est très important aussi vis-à-vis du client. Parce que c'est très facile de proposer un crédit bail linéaire vers 1%, mais quand on rencontre un client, on lui pose la question de savoir comment il travaille, pourquoi, qu'est-ce qu'il a l'habitude de faire en financement, pourquoi il fait ça en financement. Et donc là, ça peut être très important aussi qu'on accompagne vos propres commerciaux. Est-ce que vous m'entendez là? Parce que j'ai un message. Ouais, ça va. Okay. Alors, dernier point, j'aurais peut-être pu le mettre avant, mais là, je vous ai beaucoup parlé de relations partenaires et de pourquoi il nous semble, nous, en tout cas judicieux, que vous puissiez travailler avec des partenaires financiers. Les avantages pour le client, il y en a plusieurs. Alors, le renouvellement de l'équipement, évidemment, vous maîtrisez le parc, donc vous pouvez intervenir avant le terme du financement. La maîtrise du budget, c'est des loyers fixes, hein, dire comme en crédit. Mais on peut vraiment l'adapter. On peut adapter la périodicité, faire du mensuel, du trimestriel, on peut faire du quadrimestriel, on peut faire du schéma financier, comme je vous l'ai dit, dégressif, saisonnier. La trésorerie préservée, c'est extrêmement important. Enfin, aujourd'hui, c'est encore plus vrai. Mais je me rappelle de la dernière crise. Il est important que, et j'y reviendrai dans le dernier point, mais il est très important aussi que les entreprises, et nous, l'essentiel en tout cas de nos clients sont des PME, puissent diversifier leurs sources de financement. La rapidité, la simplicité. Alors, rapidité, ça veut tout et rien dire. Tout dépend de ce que vous entendez par rapidité. Mais la rapidité d'accord de financement, c'est très important. La rapidité de paiement, c'est extrêmement important. La simplicité, et ça, c'est dans la relation que vous avez avec votre bailleur, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le financement devienne… Alors, je le vois dans un certain nombre de cas, surtout sur des captives, hein, je vais dire du mal des captives, mais où de temps en temps, j'entends des partenaires dire… bah, moi, la captive, quand je vais voir un client, elle me dit, bah, faut que tu récupères ci, il faut que tu récupères ça, il faut que tu récupères ça, il faut que tu récupères ça. Non, il faut que ce soit simple pour vous. Si c'est une complexité, votre métier, avant tout, c'est de vendre des matériels. Ce n'est pas de devenir banquier, quoi. Une structure, bien sûr, de bilan optimisée, puisque les charges sont comptabilisées au compte de résultat, et ça permet, dans un certain nombre de cas, de passer des charges un petit peu plus importantes. Et j'y reviens, mais c'est extrêmement important, c'est la diversification des sources de financement. Les bailleurs ne sont jamais les premiers banquiers des clients. Mais ça permet, si vous voulez, le bailleur, son métier, c'est de financer le matériel. Il finance une pelle. Il ne sait rien faire d'autre. Il ne fait que ça. Le banquier, il peut financer la pelle, il fait du court terme, il fait de l'immobilier, il fait un certain nombre de choses. Et tout ça, ce sont des encours qui s'additionnent. Le fait de temps en temps d'aller travailler avec un autre banquier, évidemment, mais travailler avec une société de financement, ça permet aussi de diversifier ses sources de financement. Et après, il y a plein de pistes. Quand on met en place une relation avec un partenaire financier, ensuite, on peut aller voir plus loin. Alors, on peut parler de cession de contrat. Vous pouvez imaginer demain d'avoir votre propre contrat de location longue durée et de le céder à un bailleur. Ça peut être une notion qui, pour vous, est importante d'un point de vue marketing. Vous avez votre propre contrat de location de SAV, vous avez votre propre bon de commande, vous pouvez avoir votre propre contrat que vous cédez à un bailleur, à un leaser. Plus loin encore, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, la location mandatée. La location mandatée,
c'est la cession de contrat. Vous avez votre propre contrat, c'est pareil, vous le faites signer à votre client. La différence, c'est que cession de contrat simple, et ensuite le leaser qui reprend la main et qui facture au client ses loyers. Là, vous gardez la gestion du contrat. Alors, ça demande là, il y aura une organisation très spécifique. Le leaser vous donne un mandat de gestion. C'est vous qui facturez les loyers et vous les reversez au bailleur. Le bailleur, bien sûr, le leaser porte le risque. Et en cas de défaillance du client, on reprend la main sur le contrat puisqu'il est propriétaire du contrat. Mais pendant la durée de vie normale du contrat, quand ça se passe bien, le client ne connaît pas le leaser. Il ne connaît que vous. Ensuite, plus loin, ce sont des formules techniques, ce qu'on appelle le web service. Aujourd'hui, je vous ai parlé d'extranet. Donc, vous rentrez sur notre extranet avec un identifiant, un mot de passe. Vous allez saisir une demande de financement. Aujourd'hui, il existe des solutions dans de web service, ou qu'on appelle B2B aussi, qui permettent de relier, en fait, de plugger votre système CRM, par exemple, où vous allez saisir les bons de commande directement à notre système pour que vous ayez des décisions. Donc, votre système, il envoie des informations, qu'on puisse prendre une décision sur le dossier, et elle vous est renvoyée dans votre système, sans que vous passiez par l'extranet. Et puis, bien sûr, la digitalisation, on est en plein dedans. Je l'ai entendu parler pas mal l'année dernière aux réunions régionales du TLR. C'est un sujet qui est extrêmement important parce que on va vers ça. Aujourd'hui, on dispose, et la plupart des bailleurs, en tout cas CCLS, disposent de ce qu'on appelle de e-signature, de contrats digitaux qu'on fait signer via le web, tout simplement, avec nos clients. C'est quelque chose et je l'entends au DLR, les grands comptes et les grands donneurs d'ordre de plus en plus passent par des solutions digitales pour les relations qu'ils ont avec vous, avec les loueurs notamment. C'est une vraie question aussi, plus globale, et là on l'aborde depuis longtemps chez CCLS, de se dire, bon, la digitalisation c'est super, et on y va, et c'est très bien, parce qu'on gagne du temps. Mais la réflexion qui porte autour de ça, c'est de savoir quelle devient notre relation client et comment on peut faire évoluer notre relation client. C'est-à-dire que, par exemple, on va peut-être plus le rencontrer au moment de la signature du contrat, mais on va peut-être le rencontrer de façon un peu plus informelle, le rencontrer pour passer peut-être un peu plus de temps pour le connaître. Mais en tout cas, aujourd'hui, on met en place un certain nombre de formules digitales, de formules dématérialisées, que ce soit pour les conventions de coopération, soit pour les contrats, comme je vous l'ai dit. On est en train de travailler, nous, en tout cas, sur des avis de livraison digitaux. Voilà, on va de toute façon vers ça. L'extranet en est l'expression aussi. Donc, c'est loin d'être exhaustif, mais je pense qu'il y a 2 points qui ressortent de ce et après, qui est tout ce qui tourne autour de la cession de contrat et la digitalisation. Je n'ai pas été interrompu, donc soit je n'ai pas été très clair, soit c'était parfaitement clair. Moi, je voudrais rebondir sur les 2 choses, entre cession de contrat et location mandat. Quelle est la différence entre les deux? Parce qu'apparemment, vous n'êtes pas beaucoup d'établissements à le proposer. Vous êtes pratiquement même le seul. Ça se pratique chez tout le monde. Hein. Alors, c'est vraiment savoir plus. C'est la cession de contrat. Donc, vous avez votre propre contrat. Vous avez votre propre contrat de location et vous le cédez à un leaser. Donc, dans de la cession simple, le bailleur acquiert votre contrat comme si c'était son propre contrat. Et ensuite, il facture le client. Donc, le nom CCLS ou l'XBuy, enfin, qui vous voulez, apparaît sur les factures. Enfin, voilà, c'est le contrat de CCLS. Quand vous êtes en location mandatée, le début est le même. Vous cédez votre contrat au leaser. Mais le leaser vous donne un mandat de gestion. Il vous donne un mandat pour gérer le contrat, c'est-à-dire facturer les loyers. Et vous faites en fait l'intermédiaire, vous facturez les loyers, vous les encaissez et vous les reversez au leaser. C'est une formule qui a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que vous restez seul maître de la relation puisque le client n'a pas connaissance du leaser. Il en a connaissance dans un seul cas, c'est s'il dépose le bilan en gros. Mais je dirais que là, on n'est plus dans la même logique. L'inconvénient, ce n'est pas forcément l'inconvénient, c'est que ça demande derrière une organisation, je dirais, comptable, qui est assez poussée, assez forte.
Les leasers demandent aussi, parce que le leaser, enfin, vous imaginez, pour un banquier, c'est un vrai traumatisme, hein, la location mandatée. Hein. Il ne voit plus rien. Il ne se rend même plus compte qu'il paye plus. Donc, il a besoin quand même d'un certain nombre d'informations. J'aime pas le terme audit, parce qu'on n'audite pas nos clients. On va les voir, on discute avec eux et de savoir qu'on ait la bonne information. Qu'on ne se retrouve pas trop tard avec un lot de dossiers qui a déjà 6 mois de retard ou 8 mois ou 1 an et sur lequel on ne pourra plus rien faire. Mais dans les deux cas, très important, c'est bien le leaser qui porte le risque. Voilà, c'est ça qui est important. Mais par contre, je vous assure que vous êtes le seul établissement à le faire. Vos confrères, ils sont techniquement impossibles de nous proposer cette solution. Je ne sais pas qui. Moi, j'ai consulté beaucoup et parce que moi, je travaille avec eux. Parce que Bayactea fait partie de la filiale aussi de chez vous, je crois. Et le seul établissement qui le fait d'une façon professionnelle. Les autres banquiers, ils savent pas comment faire. Alors, les banquiers, je ne dirais pas du mal des banquiers, on est filiale de banque, hein, c'est gens très bien. Oui, même les leasers, ils ne savent pas. Mandater quelqu'un comme vous le proposez, pour l'instant, j'ai rencontré personne d'autre à part une de vos filiales. Voilà. Les grands leasers, ce que j'appelle les grands leasers pour nous sur le marché, c'est la filiale de BNP, BNP Lease Group ou BNP Lease, c'est l'Xbuy. Ça, ces gens-là savent le faire, ou CCLS savent le faire. Après, dès que vous rentrez dans des… Il y a des bailleurs un petit peu, je dirais, hyper spécialisés. Alors, moi, je ne les rencontre pas, je ne les connais pas bien, donc c'est difficile de vous répondre. Mais peut-être qu'effectivement, ils n'ont pas développé ce type de choses. Ils ne savent pas, ils sont paumés dans le dossier. Alors que c'est très important parce que ça nous évite, on n'a pas des structures très lourdes et quand il faut développer la location, on demande nos enveloppes tous les ans et souvent on a saturation. Et le fait de passer par ce système, ça nous permet de ne pas entamer nos encours et de développer la location non limite à partir du moment que le dossier est accepté par le partenaire, quoi. Mais on développe même des solutions où on va… moi, j'ai développé un produit qui s'appelle un Pack Session Plus, qui est le fait de dire on va créer un contrat en marque blanche. Vous savez, en marque blanche, vous avez tout le contrat, vous avez les conditions particulières, les conditions générales, il n'y a pas de nom dessus. Et vous dites, je vais voir mon partenaire et on va le logoter à son nom. Il nous le cède. Ça, c'est bien ça. On est capable de… Voilà, les leasers sont globalement capables de faire ça. Jean-Baptiste Dubois, oui. Entre le mandat, le contrat mandaté ou adossé, on est d'accord que le coût n'est pas le même. Alors, l'adossé, c'est le fait de… Vous financez votre client en location et vous vous refinancez auprès d'un banquier derrière. Donc déjà, la logique n'est pas la même. Là, vous portez un risque. Puisque vous portez le risque, même si un contrat d'adossé peut s'assortir d'une cession d'AI qui permet au bailleur, en cas de disparition de votre part, par exemple, ou de non-paiement de votre part, d'aller faire reconnaître directement sa créance auprès du client final. Voire même, je sais que ça existe dans un certain nombre de cas, c'est même notifié dans les contrats. Et là, vous portez un risque. Quand vous êtes en location mandatée, vous ne portez pas le risque. Okay. Vous ne portez pas le risque. Vous ne faites que l'intermédiaire, vous prélevez le loyer au client et vous reversez le loyer au bailleur. La notion de coût, quand vous êtes en bail adossé, vous avez un coût, vous avez le coût des intérêts financiers. Et le coût du risque, enfin le risque que vous portez, mais ça, c'est pas… Enfin, le jour où le client y tombe, là, vous le supportez le coût. En location mandatée, le coût, il est dans l'organisation que va vous demander le leaser pour s'assurer que les loyers sont bien facturés et que en tout cas la partie recouvrement ou l'information sur d'éventuels problèmes de recouvrement avec les clients soit bien faite. Okay. Ça répond à votre question? Oui, ça répond à ma question. Ouais. Et Xavier, ils le font. Hein. Tous ceux qu'on voit dans notre région proposent les deux, hein, le mandat. Ah oui. Vous en faites vous-même? Oui, j'en fais. Ouais. Location mandatée? Oui, aussi, mais… quasiment 100%. Ce qui me permet de prendre un coefficient sur le taux que le leaser me propose pour faire ma marge et assurer. Ah oui. Le but est, si je prends le risque, il faut aussi que j'y gagne un petit peu. Donc, nous, on fait du mandat et donc, oui, je ne suis pas allé au bout de mon propos. Je suis pas allé au bout de mon propos tout à l'heure, mais il y a l'intérêt marketing parce que voilà, enfin, marketing, c'est-à-dire vous avez toutes vos documentations qui sont à votre nom, mais il y a le deuxième aspect qui est l'aspect marge, c'est-à-dire que la cession de contrat, mais c'est comme n'importe quel produit financier, mais encore plus là, doit être en tout cas une source de marge aussi, évidemment. Vous n'avez pas parlé d'un incontournable pour moi qui est le prélèvement automatique lorsqu'on met ce type de contrat en place.
Il ne faut surtout pas déroger à du virement ou autre. Il faut absolument aller sur du prélèvement automatique début de mois, terme à échoir, parce que sinon, on met vite le doigt dans un engrenage qui peut être terrible. C'est que si on n'a pas la main et la visibilité immédiate sur un défaut de paiement, on peut se retrouver avec 3 à 4 mois avec des conditions de règlement qui ont été négociées au départ, où finalement, le client, au bout de 3 à 4 mois, s'aperçoit qu'il ne paye plus. Oui. Lorsqu'on est en prélèvement automatique, terme à échoir, bon, on le sait tout de suite. Oui, vous avez raison, c'est extrêmement important. Prélèvement automatique, ouais. Sans ça, c'est difficilement gérable. Oui, bonjour, Joël Fruchard. J'ai une question sur la location financière. Oui. Au terme de la location financière, en principe, le client ne peut pas acquérir le matériel, mais tout du moins dans les années passées, alors peut-être est-ce une époque révolue, mais il y avait des moyens, je dirais, qui permettaient au client d'acquérir cette machine malgré que c'était une location financière. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une pratique qui se fait encore ou pas? Alors, je reviens parce que j'ai connu cette période. La location financière permettait, je ne sais pas si vous vous rappelez de la bonne époque de la taxe professionnelle. La taxe professionnelle, c'était une taxe qui était sur la masse salariale et sur les investissements. Et pour toute la durée de vie de l'investissement dans l'entreprise, hein. Il n'y avait pas de dégressivité. La location financière, en fait, permettait, donc pendant la durée du contrat, la loi était bien faite, le client payait une taxe professionnelle normale. La subtilité venait du fait qu'on revendait le matériel au fournisseur d'origine. Imaginez, vous avez financé 100 000 euros, une pelle de 100 000 euros avec une valeur d'achat de 1%, 1 000 euros. Donc, on revendait cette pelle au fournisseur d'origine, à notre partenaire, 1 000 euros. Et lui, il la revendait 1 000 euros ou peut-être avec un bout de marge. Enfin bon, faire simple, 1 000 euros au client. Le client, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait l'acquisition d'un matériel d'occasion à 1 000 euros. Donc, la base de la taxe professionnelle, c'était plus 100 000, c'était 1 000. Alors, ceci dit, tout ça dans un vide juridique où on disait à nos clients, faites quand même attention parce que l'administration fiscale est quand même pas idiote. Voilà, ça venait de là. Maintenant, pour ce qui est de la vente directe d'un bailleur, d'un leaseur à un client, d'abord, il n'y a rien au contrat qui l'indique. Il n'y a aucune obligation, il n'y a pas d'option d'achat. Le client doit restituer son matériel ou le relouer, restituer son matériel au terme. Alors, je ne m'engagerai pas sur toute la place financière, hein, mais en tout cas, je parle de mon expérience à moi chez CCLS, on ne revend pas jamais le matériel au client. Ça, c'est l'affaire. On a une convention avec notre fournisseur, avec notre partenaire. C'est lui qui récupère les matériels en fin de location. Ensuite, libre à vous de le vendre au client si vous le souhaitez. Mais en aucun cas, nous le vendons au client. Ou dans un cas, je vais dire, je l'ai vécu une fois, je crois, il y a 3-4 ans, très exceptionnel, où c'est le fournisseur qui m'a dit j'aimerais bien que tu le revendes, mais pour nous, c'est compliqué parce que ce n'est pas prévu au contrat. Donc, normalement, une location financière, c'est un produit qui est un produit de protection de parc. Alors, si un client veut se barrer, il se barre. Hein. Il faut être clair. Hein. Si un client ne veut plus travailler avec vous, il ne travaille plus avec vous. Mais c'est une notion de protection de parc. Pourquoi? Parce que quand vous intervenez au terme d'un financement ou je dirais avant le terme, quand le client arrive au bout de son financement, qu'est-ce qu'il fait? Il renouvelle son matériel. C'est rare quand un client ne le renouvelle pas. Vous êtes sûr d'en avoir la propriété quand vous travaillez avec un leaser. Pourquoi? Parce que le matériel tourne chez vous. Et ça ne retournera pas notamment chez le concurrent qui a fait une offre de reprise. Parce que sans vous, là, ça ne pourra pas se faire, puisque le client n'a pas d'option d'achat. C'est extrêmement important. Je ne l'avais pas dit, on n'est pas là pour… les leasers, on n'est pas là pour gérer votre parc, on est là pour l'abriter. C'est un tout petit peu différent. Non, mais dans le cas de durée relativement courte, j'ai entendu un loueur il n'y a pas très longtemps vouloir acheter une machine, et comme il n'était pas sûr que le contrat qu'il avait avec cette machine puisse perdurer dans le temps, il l'a acheté à un distributeur et lui, en location financière, il aurait bien aimé avoir un engagement de reprise écrit à 12 ou 24 mois, puisque c'est une machine relativement chère, chose qui était impossible puisque le distributeur disait « mais moi, je ne peux pas, je peux pas, sinon je mets ma machine au bilan. » Alors, ça se pratique, il faut être clair, ça se pratique. Maintenant, c'est pas la nature du contrat de location financière. Okay. Mais voilà, moi je dis souvent à les partenaires avec qui on travaille, parce que c'est très concret, hein, nous on est là pour abriter votre parc. Donc au terme des 24-36 mois, le matériel, je vous le revends à vous à la valeur de rachat qu'on avait convenu. Après, faites ce que vous souhaitez, évidemment. Ok, merci.
Bonjour, Bonjour. Didier Catalénic. J'ai une question. Vous avez parlé de location opérationnelle, Oui, et si j'ai bien compris, qui permettait de racheter le matériel, parce qu'on fait de la location longue durée, avec contrat de maintenance ou pas. Mais j'ai oui. des clients qui de plus en plus me demandent de la LOA pour acquérir le matériel à la fin. Comment faire à ce moment-là? Parce que moi, actuellement, quand je fais de la location longue durée, c'est moi qui prends le risque. En fait, je ne fais pas de, de financement de contrat. Donc, par rapport à mes bailleurs, c'est moi qui assume le risque et c'est moi qui suis en direct et c'est Oui. transparent pour mes clients. Alors, déjà, je vais vous foutre la trouille. Euh, Si vous faites un contrat de location à un client et que vous vous engagez à la vente du matériel au terme, selon la loi, vous n'avez pas le droit. Fait. Pourquoi? Parce que c'est assimilable à du crédit bail. Et pour Tout faire à du fait. crédit bail, il faut une licence bancaire. Tout à Bon. fait. Donc, Mais ceci dit, on le fait de moins en moins, on le fait très, très, très peu, pour pas dire quasiment pas. Mais c'était savoir comment on pouvait faire, notamment, vous avez parlé de location opérationnelle, quelle était la différence par rapport à une alors, financière? si vous avez un client qui veut devenir propriétaire du matériel au terme du contrat, l'idéal, ce sont des contrats de crédit bail ou de LOA. D'accord. Pourquoi? Parce que ces contrats, ils mentionnent une option d'achat qui est fixée dès le départ, que le client connaît. S'il lève cette option d'achat, il devient propriétaire. Donc, directement avec l'organisme financier. Ah ouais, directement. Ouais. D'accord, c'est ce Ensuite, qu'on fait. ouais, en location opérationnelle, c'est un peu différent parce que l'éventuelle option d'achat, enfin l'option d'achat il n'y a pas d'option d'achat prédéfinie. Le client peut le racheter au prix marché. En fait, en gros, la location opérationnelle reste un produit purement locatif. Je vous explique l'origine. L'origine de la location opérationnelle vient des États-Unis. Les États-Unis, les Américains ont créé ce produit pour que ce soit déconsolidant dans leurs normes de comptabilité américaines. C'est-à-dire que ce produit-là n'était pas un produit d'endettement, c'était un produit hors bilan. Il a été importé en Europe, notamment dans le cadre des normes de comptabilité européennes, les normes IFRS, qui permettent plus aujourd'hui, mais qui permettaient aussi de déconsolider des dettes. Parce que l'approche comptable des normes de comptabilité européennes ou américaines et le plan comptable français sont quand même fondamentalement différentes dans l'esprit. C'est soit on a un financement, soit on l'a pas. C'est pas la nature juridique du contrat qui détermine que le crédit va là, le crédit bail va là. Un crédit bail, dans la norme de comptabilité américaine, à la rigueur, il peut être soit du financement, soit hors bilan. Ça servait à ça. Mais il fallait qu'il y ait cette possibilité de rachat à la valeur marché. En fait, il fallait qu'il y ait la possibilité, selon les normes de comptabilité du S-GAAP américaine, c'était, je crois, mentionné comme ça, le client a la possibilité de racheter à une valeur non préférentielle, c'est-à-dire à une valeur marché. Voilà. Mais si vous voulez que vos clients, si vous avez des demandes de clients qui veulent être propriétaires au terme du contrat, c'est du crédit bail ou la LOA. Là, vous êtes tranquille, c'est mentionné par le seul contrat. D'accord. C'est ce qu'on fait. Vous aviez une question Oui. sur un thème qui n'a pas été abordé. En cas de partenariat entre un distributeur et un leaser ou un banquier pour faire du produit financier pour le client final, quid des politiques de rétrocommission du financier vis-à-vis du distributeur? Et si politique de rétrocom il existe, est-ce que ça a un réel impact sur le coût pour le client final? Et est-ce qu'un distributeur a intérêt à renoncer à des politiques de rétrocommission pour proposer des coûts plus bas pour le client final? Alors, je vois qu'Hervé est un homme d'argent, donc on va parler d'argent. Oui, les leasers versent des commissions aux partenaires avec qui ils travaillent. Alors, je vais juste m'étendre de devant sur le sujet. Ils peuvent les verser sous deux formes. Ils peuvent les verser sous forme de commission à l'entreprise avec laquelle ils travaillent, et ils peuvent aussi animer directement, par exemple, leur force de vente et commissionner les vendeurs. J'insiste sur une chose. Là, c'est pareil, je parle que pour CCLS, mais je pense que la place dirait la même chose. On est dans une époque, du moins l'époque précédente a évolué depuis longtemps, on ne fait pas de dessous de table. C'est-à-dire que tout ce système de commissionnement est prévu par convention, signé avec vous. Sans ça, il n'y a pas de commissionnement possible. Ça, c'est le point très important. Alors, dans un cadre normal, sur lequel on verserait une commission normale, on va dire c'est quoi? Commission normale, c'est 1% du hors-taxe. C'est généralement ce qu'on verse. Je dirais que là, oui, forcément, on peut imaginer qu'il y a un impact sur le coût du financement au client final, mais non, en fait.
Alors, si demain, vous rentrez dans une logique avec un bailleur, vous lui demandez 5-6% de commission, forcément, là, ça va impacter le taux derrière, le taux client, évidemment. Notre seule source de marge pour les bailleurs, c'est ce qu'on vend à notre client, c'est le financement. Donc, quand vous avez pris les intérêts, alors je vais pas vous sortir vos mouchoirs, mais vous imaginez au taux d'aujourd'hui ce qu'on peut tirer comme marge, quand même pas énorme. Bon, les frais de dossier, l'assurance, etc. Mais globalement, effectivement, ça vient impacter la rentabilité du contrat. Donc, quand on rentre dans une logique où on va se dire, comme ça se passe dans l'automobile, parce que c'est pas le cas sur les marchés du transport, du BTP, de la manutention, dans une logique de commissionnement extrêmement fort, oui. Si vous allez acheter votre voiture chez Renault et que vous la financez par Renault Financement, le taux, il va vous faire tousser. Ben oui, il intègre ça. Mais c'est pas, voilà, c'est pas. Chez nous, comment ça se passe? Au cas par cas, quand on est sur une négociation extrêmement serrée avec un fournisseur, de façon très concrète, avec un client, pardon, final, on va retourner voir le fournisseur en disant, là, enfin, est-ce que tu es d'accord pour rogner sur ta com? Voilà. De façon marginale. C'est quelque chose qui se pratique. Xavier Beaulieu, donc les nationaux souvent nous consultent pour mettre des machines en location, mais ils ne veulent pas des contrats supérieurs à 12 mois parce que leur holding les transpose en investissement. Est-ce que c'est comptablement valable ou pas? Alors, faire un contrat de location, ça peut être que de la location financière, évidemment. Sur 12 mois, en fait, on va comparer deux choses, qui est un contrat de location, je dirais, vous louez un matériel, vous louez sur 12 mois, puis vous pouvez le relouer, etc. Nous, en fait, on l'amortit. Donc, si on doit rentrer dans une logique où on amortit notre matériel sur 12 mois, déjà le loyer il risque d'être pas très compétitif, parce qu'en fait, on va amortir notre matériel sur la durée des 12 mois. Maintenant, louer un matériel sur 12 mois, ouais, c'est… Est-ce que, par exemple, au-delà, est-ce que c'est vraiment le fait de dépasser les 12 mois, ça peut rentrer dans le cadre comment je veux dire, d'un investissement ou en dessous de 12 mois, Là, je ne suis pas un spécialiste, mais je reviendrai vers vous si vous voulez bien. Je pense, mais il faut que je le vérifie, je pense que, notamment pour les grands groupes et pour leur nombre de comptabilité, dès qu'on doit dépasser 12 mois, c'est plus de la location, c'est plus du hors bilan. Ça rentre dans une espèce de… Enfin, j'imagine, parce que c'est plus la nature, comme je l'ai dit, c'est plus la nature juridique du contrat qui fait foi, c'est vraiment la nature, enfin, du contrat à travers son montant, sa durée, etc., qui détermine la chose. Il nous demande 11 mois, on attend un mois, on refacture après. Enfin, voilà. Le problème, c'est qu'ils nous consultent pour un financement, admettons, une location de 48 mois, mais ils nous font que des contrats de 11 mois. Ouais. Alors, voilà. En disant, vous inquiétez pas, voilà. J'avoue la limite des liseurs là-dessus. C'est vrai que il faudrait qu'on soit capable de faire du 12 mois avec une VR extrêmement forte au terme des 12 mois pour pouvoir le… Voilà. Et ça, pour l'instant, effectivement, c'est un petit peu compliqué, mais je comprends. Ouais. Mais je me renseignerai pour savoir ce qui fait la différence entre plus ou moins 12 mois. C'est vraiment du bidon ou pas, quoi. Si vraiment au-delà de 12 mois. Ouais.